Un vrai teraélectronvolt qui était détenu par le Tevatron, qui est l'accélérateur de particules au Fermilab aux États-Unis, qui est le deuxième plus gros, qui était le plus gros jusqu'à la LHC le dépasse. Le LHC a accéléré, en fait, cette fin de semaine-là, des particules jusqu'à 1,18 teraélectronvolts. Souvent, il ne se passe plus grand-chose de vraiment intéressant. Ils sont en train de préparer depuis une ou 2 semaines après cet événement-là, ils ont fermé le LHC, ils sont en train de le préparer pour une réouverture à beaucoup plus grande énergie. Ils devraient être capables de se rendre à 3,5 teraélectronvolts lors de sa prochaine mise en opération. C'est la moitié de son énergie nominale. Il est construit pour fonctionner à 7 teraélectronvolts. Naturellement, le temps de monter les faisceaux, de monter les détecteurs, de calibrer tout ça. Bon, c'est extrêmement complexe comme machine. En fait, c'est la machine la plus complexe qui existe, et de loin. C'est long, ça prend du temps. Dans les détails, je vais parler du CERN, du LHC. C'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait. Je vais parler plus précisément du fonctionnement du LHC. Donc, comment marche pratiquement le Large Hadron Collider. Mais de manière générale, n'importe quel accélérateur de particules, c'est basé essentiellement sur les mêmes principes. Et dernièrement, je vais parler des recherches. Donc, comment on analyse, qu'on voit, sur quel front de recherche principale fondamentale en physique que le LHC va se concentrer. Donc, allons-y avec un petit historique du CERN. Là, c'est une des entrées du CERN. On voit souvent quand on voit le CERN dans un film, c'est cette grosse boule-là qu'on voit là. Mais c'est juste une de ces entrées-là. C'est énorme. Okay? Le CERN, c'est l'Organisation européenne de recherche nucléaire. Au début, l'abréviation CERN, c'était pour le Conseil européen de recherche nucléaire, qui avait été fondé en 1954. Le but de ce conseil-là était de mettre sur pied une organisation en recherche fondamentale en physique au niveau de la physique nucléaire. Parce que dans les années 1950, la recherche fondamentale en physique, c'est au niveau nucléaire. C'est la compréhension vraiment du fonctionnement de l'atome, du noyau atomique. Maintenant, c'est rendu beaucoup plus loin que ça. Mais c'était le but. L'abréviation du CERN est restée. Mais maintenant, le vrai nom, c'est l'Organisation européenne. Ce n'est pas le Conseil qui l'a fondé, c'est le Conseil a fondé l'organisation. C'est énorme, c'est à la grosseur d'une ville, cette histoire-là. C'est vraiment énorme comme centre de recherche. Ça a, naturellement, c'est un des centres de recherche qui a la plus grande crédibilité au monde. C'est un centre de recherche qui a énormément de découvertes à son actif aussi. On peut faire un tour rapidement. Là. En 1957, ils mettent en fonction leur premier accélérateur de particules, qui était 600 mégaélectronvolts dans ce temps-là, qui est à peu près 100 000 fois moins puissant que ce qu'il y a actuellement. En 1973, ils mettaient en fonction le premier accélérateur à hadrons. Donc, au lieu d'accélérer des électrons, ils accéléraient des protons. Les protons appartiennent à une catégorie spéciale de particules qu'on appelle hadrons. Ça fait plusieurs avantages à utiliser des protons plutôt que des électrons. En 1973, c'était le premier qui était mis au monde, opérationnel au monde, qui accélérait des protons et non des électrons. Cet accélérateur-là fait plusieurs découvertes importantes. En 1983, c'est le LEP, qui est en fait l'ancêtre du LHC. Le LEP, c'est pour le Large Electron Positron Collider. Lui accélérait des électrons et des anti-électrons dans des collisions. Et en 1983, le LEP découvre les bosons W et Z, qui sont 2 bosons qui avaient été prévus par la théorie à peu près 15 ans avant. Et cette découverte-là vaut un prix Nobel au CERN. Et le LHC, là, probablement que ça va être leur prochain. En 1990, pendant que les différents techniciens d'informatique au CERN se demandent comment ils pourraient faire pour échanger plus rapidement les données, les expériences à travers les universités et les autres centres de recherche qui ont besoin de ces données-là, le CERN développe l'Internet moderne. L'Internet moderne a été développé au CERN et 1 an ou 2 après, en fait, après 18 mois après qu'il ait bâti l'Internet moderne, comme on connaît les pages Internet, les serveurs Internet, le code HTML,
les différentes personnes importantes du CERN, les directeurs, ces choses-là, réalisent l'importance de la découverte qu'ils viennent faire et considèrent que c'est pas quelque chose qu'ils peuvent garder, c'est quelque chose que la planète entière a besoin. Et ils ont remis gratuitement tous les brevets concernant Internet au domaine public pour que cette invention-là devienne publique. En fait, l'Internet qu'on a aujourd'hui, qui est apparu en 1993, 1994, 1995, vient du CERN, qui avait remis les brevets gratuitement à tout le monde quelques années auparavant. Parce qu'ils se sont dit que c'est le but du CERN, c'est de développer la technologie, de développer des trucs pour l'humanité. C'est pour faire de l'argent avec ça, c'est pas ça le but. Et on remis les brevets au secteur public. Si on regarde, disons, une vue aérienne du CERN, c'est à peu près là, tout ça. Toute cette zone-là, ça va être des champs. Mais la plupart des trucs, en fait, sont souterrains. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Le cercle qu'on voit ici, c'est le tunnel du LHC. Et ici, le petit cercle, là, c'est l'accélérateur juste avant le LHC, lui qui sert d'injecteur. Les lignes en pointillés, c'est la frontière avec la France et l'Europe. La France et la Suisse. Ça, c'est l'aéroport international de Genève. Ça donne une idée de chaîne de comparaison. Là, le tunnel du LHC est beaucoup plus grand qu'un aéroport. On parle de quelle profondeur à peu près 100 mètres sous le sol, mais en fait, il est comme ça. Il est 50 mètres, 150 mètres. Il est hors en croche. Ça, bon, c'est différents détails au niveau de l'ingénierie, de la construction du tunnel et des coûts associés à ça qui ont fait qu'il s'est retrouvé comme ça. Si on voit une vision plus, disons, carte Google, ben, ça encore là, on voit la frontière là, qui est ici, l'aéroport que je vous ai montré là. Et donc le cercle en rouge, c'est le tunnel là, du LHC. Regardons ce gros accélérateur-là en détail. Donc le LHC, j'ai dit son nom tantôt, c'est pour Large Hadron Collider. L-Large, c'est pour son tunnel de 27 km de circonférence. Le gros cercle qu'on a vu, c'est 27 km de circonférence. H, Hadron, bon, le LHC accélère des particules qu'on appelle hadrons. En fait, il a la capacité d'accélérer deux types différents. Il a la capacité d'accélérer des protons, mais il a aussi la capacité d'accélérer des noyaux de plomb. Et ces noyaux de plomb-là sont réservés particulièrement pour un domaine de recherche bien spécifique. Je vais en parler tantôt. Et Collider, bon, parce que c'est un accélérateur de type collisionneur. Il accélère des faisceaux de particules en sens contraire. Lorsque c'est le bon moment, il va diriger les faisceaux l'un vers l'autre pour avoir plus d'énergie lors de la collision. Différence des anciens accélérateurs de particules qui n'étaient pas des collisionneurs, qui accéléraient un faisceau de particules et après qu'ils le lançaient vers une cible fixe. Pas de l'énergie quand on tire sur une cible fixe parce qu'elle recule. Il y a une perte d'énergie dans le recul de la cible. Ce qu'il n'y a pas si on a affaire à un collisionneur où il n'y a pas de cible qui peut reculer. C'est deux particules qui font face à face. En fait, le projet de LHC date depuis longtemps. Là. Il a été voté comme allant être le successeur du LEP. En 1994, ils ont commencé à le construire en 2000 et ils ont fini de le construire en septembre. Il a commencé à opérer en fait en septembre 2008. C'était très long. Si on regarde un plan souterrain, ça ressemble un peu à ça. Donc ici, son injecteur.